coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'avortement task force. Le plaidoyer contre l'avortement le plaidoyer sur l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste est depuis toujours mené par une task force. Parlez-nous un peu de la structure. Oui, la task force, c'est le comité de plaidoyer pour l'avortement médicalisé en cas de viol et inceste. Donc, elle est composée actuellement de 22 organisations. Donc, c'est un comité pluridisciplinaire où on retrouve les juristes, les femmes médecins, les sages-femmes, les journalistes, les avocats, les jeunes et beaucoup d'autres organisations de promotion des droits humains. Donc, c'est à la suite d'une étude du ministère de la Santé sur les mortalités maternelles qu'on a mis en place ce comité pour porter le plaidoyer, pour demander à l'État sénégalais de respecter ses engagements pris, notamment à travers l'article 14 du protocole de Maputo, pour autoriser l'avortement en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère. Un protocole ratifié depuis 2003 et depuis lors, le Sénégal peine à harmoniser avec la loi locale. Qu'est-ce qui bloque? Le protocole a été ratifié en 2004 par le Sénégal. Et depuis lors, le Sénégal n'a pas pris une loi d'harmonisation. Peut-être qu'à mon niveau, je ne pourrais pas dire ce qui bloque. C'est à l'État qui est chargé de prendre cette décision, peut-être de répondre. Mais nous, à notre niveau, ce qu'on peut dire, c'est que l'État est dans l'obligation d'harmoniser. Ça, il faut le dire. Comme le stipule notre Constitution, en son article 98, qui dit que toutes les conventions, tous les protocoles dûment ratifiés ont une valeur supérieure sur la loi nationale. Ce qui fait que l'État devait changer, harmoniser sa législation nationale qui interdit l'avortement avec l'article 14 du protocole qui l'autorise en cas de viol inceste. Maintenant, ce qui bloque, en tout cas nous, on essaie à notre niveau de porter ce plaidoyer, de poser le débat, de dialoguer avec toutes les parties prenantes pour arriver à une autorisation en cas de viol inceste et quand la santé. Un plaidoyer qui a duré plusieurs années. Est-ce qu'il y a un impact sur le volet politique qui est aujourd'hui palpable? Est-ce qu'il y a une certaine influence sur les autorités politiques? Oui, je dirais qu'il y a une influence parce que notre président de la République, ça tout le monde le sait, je crois, a eu à se prononcer sur la question où lui-même il disait qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que l'avortement soit autorisé en cas de viol et inceste. Mais il nous a proposé de continuer la sensibilisation, de continuer le plaidoyer avec toutes les parties prenantes. Au niveau du Parlement, je pense que tout le monde a vu l'engagement de certains parlementaires, dont je peux citer le président Moustapha Diakhaté, qui fut ancien président du groupe parlementaire majoritaire, qui avait fait preuve d'un engagement notoire à soutenir ce plaidoyer. Il y a d'autres parlementaires qui ont eu à soutenir aussi bien avec la 12e qu'avec la 13e législature. Mais l'avancée majeure, moi, que je peux citer, l'impact réel que je peux citer, c'est la prise en compte de nos propositions par le comité de révision des dispositions discriminatoires qui a été mise en place par le garde des Sceaux. Ils ont travaillé sur les propositions du comité de plaidoyer et je pense que là, vraiment, c'est un impact réel, palpable qu'on peut mesurer. Est-ce que vous avez également noté une autre perception de l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste sur la population en tant que telle, si l'on sait que l'argumentaire religieux a toujours été mis au devant? Oui, on a noté un changement dans la perception avec le sondage que la JSPD, qui est membre du comité de plaidoyer, vient de réaliser, où on nous dit que 42, je crois, % de la population est pour l'avortement en cas de viol inceste. Là, je pense que c'est quelque chose quand même qu'on peut se glorifier. Ça veut dire que ce qu'on est en train de dire est entendu par la population, mais on sait que ça reste. Parce que ce qu'on voudrait quand même, qu'il y ait une appropriation de ce plaidoyer par les populations. J'ai l'habitude de le dire, on ne veut pas d'une loi impopulaire. Ce que nous voudrions, c'est une loi, en tout cas, qui suscite l'adhésion des populations. Parce que quand on demande l'avortement en cas de viol inceste, c'est pour le bien-être des populations. C'est pour sauver ces milliers de filles, ces milliers de femmes victimes de viol inceste qui souvent sont incarcérées pour avortement clandestin ou bien pour infanticide.
Donc si on arrive à ce que la population ait une autre perception de cet avortement médicalisé, qu'on ne pense plus qu'on porte ce plaidoyer pour pervertir les populations, ou bien on est en train de dérouler un agenda qui nous est parvenu d'ailleurs, là moi je pense qu'on ne peut que se réjouir et continuer sur cette lancée pour arriver à l'atteinte de l'objectif final. Par rapport aux médias, est-ce que depuis que le plaidoyer est mené, on a noté un changement par rapport au traitement de l'information relative à l'avortement médicalisé? Est-ce que les journalistes ont une autre perception à leur niveau de ce vocal? Moi, je dirais que depuis le début du plaidoyer, les médias, c'est une cible, en tout cas à mon niveau, qui a toujours été à l'écoute de ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est les médias qui nous ont aidés à poser le débat. Parce que l'objectif intermédiaire qu'on s'était fixé, c'était de poser le débat. Et c'est la presse qui nous a aidés à ce qu'on arrive à poser ce débat. Maintenant, dans la presse, il y a en tout cas une couche qui n'est pas d'accord avec l'avortement, parfois qui ne va pas vers l'information et qui donne des informations biaisées. Mais on a des points focaux partout au niveau des organes de presse, et avec l'association des journalistes, je pense que c'est plus facile pour nous de passer l'information, parce que ce qu'on attend des médias, c'est de donner la bonne information. C'est ça qu'on attend. Nous, on ne les voit pas comme des agents de plaidoyer, mais comme des agents, des professionnels de la communication qui doivent donner la bonne information. Et ça, je pense que les médias l'ont toujours fait. Ça, c'est mon appréciation personnelle. En tant que coordonnatrice du comité de plaidoyer, je pense que c'est la cible quand même la plus attentive dans ce plaidoyer. Et maintenant, si aujourd'hui le Sénégal parvenait à avoir une loi autorisant l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste, est-ce qu'on pourrait assister à des retombées positives, par exemple concernant l'avortement clandestin, qui a beaucoup de conséquences du point de vue médical? Est-ce que cette autorisation-là pourrait avoir un impact positif sur la Je le pense bien, surtout pour celles qui sont victimes de viol et d'inceste, parce que notre plaidoyer s'est dirigé vers cette cible-là. Je pense que les personnes, loin de nous l'idée de cautionner quand même l'infanticide ni l'avortement clandestin, mais il faut reconnaître que les victimes de viol et inceste n'ont aucune solution légale. Donc, si elles sont tentées de ne pas garder cette grossesse, la seule solution qui s'offre à elles, c'est l'avortement clandestin ou bien l'infanticide. Moi, je pense que si on autorisait l'avortement pour ces victimes de viol et inceste, peut-être que la donne allait changer, qu'elles n'auraient plus besoin de recourir à l'avortement clandestin ou bien l'infanticide. Dans beaucoup de pays, c'est ce même schéma qui s'est produit. Je peux donner l'exemple de l'Afrique du Sud qui a autorisé l'avortement en 1996 et on s'est rendu compte que le taux des avortements clandestins ont drastiquement baissé. Donc on souhaite qu'une fois qu'on aura cette loi quand même pour les victimes de viol et inceste, qu'elles n'auront plus besoin de recourir à l'avortement clandestin parce qu'elles auront une solution légale qui est là. Et par rapport à l'infanticide, on dit que ça fait partie des principales causes de l'incarcération au niveau des femmes. Est-ce que vous pouvez revenir sur la situation actuellement? Oui, la dernière étude qu'on a eu à faire, je signale qu'on est en train de finaliser pour faire une autre étude sur les infanticides. Donc la dernière étude qui est à notre disposition a montré que l'infanticide constituait la deuxième cause d'incarcération des femmes au niveau des prisons. Donc avec l'avortement 3%, ce qui fait un taux de 19% de la population féminine qui est incarcérée. Et là, je pense que si on arrivait à autoriser l'avortement médicalisé en cas de viol et inceste, pour certaines personnes qui auraient tendance à commettre l'infanticide, peut-être qu'elles auront une autre solution légale qui leur permettrait quand même de se soustraire à ce délit d'infanticide-là et de ne pas pratiquer des avortements clandestins. À ce niveau actuel du plaidoyer, c'est quoi le message phare? Le message phare que je vais lancer, peut-être qu'à tout le monde, c'est de se mettre à la place de ces victimes-là de viol et d'inceste. Comme un collègue qui est membre du comité de plaidoyer a l'habitude de le dire, on a deux camps. Un camp qui est constitué des souteneurs des violeurs et des personnes qui font l'inceste, et un autre camp qui est pour la protection des victimes. Et nous, on a choisi d'être avec le camp qui soutient les victimes de viol et inceste. Et je demanderai à tout le monde de se mettre à la place d'une fille victime de viol ou bien d'une fille
victimes d'inceste. Et on verra que vraiment on doit porter ce plaidoyer pour éviter qu'il y ait des femmes qui sont incarcérées pour avortement ou bien des femmes qui sont incarcérées pour infanticide parce qu'elles n'avaient pas une solution légale, alors que l'État a signé et ratifié le protocole de Maputo. Merci.